Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Ça fait bien longtemps qu'on s'est retrouvés dans le cadre de ces briefings. Heureusement que tout le monde est de bonne humeur. Beaucoup n'ont pas des masques, c'est la preuve qu'on a pris des vaccins et qu'on s'adapte et que bientôt, j'espère que vous avez pris les vaccins. Je ne suis pas sûr. Alors, je suis heureux, avant d'entrer dans les vifs du sujet de ce soir, de vous repartager la nouvelle parce que nous étions avec certains d'entre vous tout à l'heure à Caritas pour l'annonce de l'arrivée du pape au mois de juillet, du 2 au 5 juillet. Le pape se rendra en République démocratique du Congo 37 ans après. Cette visite que nous voulons placer sous le signe de la réconciliation et de la paix. Il séjournera à Kinshasa, bien évidemment, capitale de la République démocratique du Congo, et que par la suite, il se rendra dans la province du Nord Kivu. Et à la suite de ce qui a été dit ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement et par le nonce apostolique ainsi que le cardinal Ambongo, il faut que nous tous, on se prépare à lui réserver un accueil chaleureux comme nous savons le faire, parce que cette visite donnera aussi une image de grandeur à notre pays, la République démocratique du Congo. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet de ce jour, mesdames et messieurs de la presse. Dans le cas de l'assainissement du secteur minier des hydrocarbures, le président de la République, chef de l'État, a rappelé lors de la 41e réunion du Conseil de ministres tenue le 18 février 2022, l'option qui a été levée en ce qui concerne les contrats et conventions sur les concessions minières et pétrolières relevant du groupe Ventora, détenu par l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, en vue d'un règlement global et à l'amiable de tous les litiges susceptibles de rétablir la République démocratique du Congo dans ses droits. Pour y parvenir, une commission spéciale a été mise en place et après négociation, l'État congolais a conclu avec Ventora, dont représentant l'ensemble de groupes appartenant à l'homme d'affaires dont j'ai cité les noms précédemment, les termes des références d'un protocole d'accord. Ces derniers permettent à notre pays de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers détenus par le du groupe, blocs et actifs évalués à plus de 2 milliards de dollars américains, ainsi qu'une partie substantielle de royalties de Kamoto Copper Company KCC qui lui ont été cédées. C'est ainsi que vous avez vu intervenir en date du 24 février dernier la signature d'un protocole d'accord, respectivement par la ministre d'État, ministre de la Justice, qui, au sein du gouvernement, s'occupe justement des différents contentieux, avec les représentants du groupe Ventora. Les termes de cet accord mettent fin aux différends qui ont opposé pendant longtemps la République démocratique du Congo et ses groupes, bloquant ainsi, entre autres, l'exploitation de ses actifs, permettent à l'État congolais de reprendre pleinement possession de ses actifs miniers et pétroliers, d'en disposer, en vue donc d'engager un nouveau processus de leur valorisation et exploitation dans l'intérêt du peuple congolais. Je voudrais donc préciser que pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, cet accord n'aurait pas été possible sans l'aide de l'administration américaine, surtout son puissant régime de sanctions qui a favorisé le changement. Sans celle des membres nationaux et internationaux de la société civile ainsi que de la presse d'investigation du monde entier qui a fait un travail fouillé à ces sujets. Parce qu'il s'agit d'un arrangement équitable, juridique et financier, il nous permet d'avancer en mettant fin à tous les contentieux historiques sur le bloc pétrolier 1 et 2 du lac Albert, les royalties de KCC, des concessions d'or et des fer. Voilà ce que je pouvais donc dire en liminaire au début de cet échange avec vous. Je voudrais donc préciser qu'il s'agit donc d'un règlement à l'amiable. Les juristes disent qu'il vaut mieux un bon compromis, un mauvais compromis qu'un bon procès. Et donc ce soir, vous le savez, dans le cadre de la tradition de la transparence et de la redevabilité, j'ai l'honneur d'avoir à ma droite la ministre d'État, ministre de la Justice, qui a donc représenté le gouvernement durant ces discussions. Elle pourra vous dire un mot à ces sujets. Et à ma gauche, nous avons l'honneur de recevoir M. André Ouamesso, qui est directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions économiques et financières. Il est ici en qualité de vice-président de la commission qui a conduit les discussions avec le groupe Ventora
pour lequel vous avez vu les conclusions le 24 février dernier. Pour commencer, je voudrais donc passer la parole à la ministre d'État, ministre de la Justice, qui va brièvement planter les décors de ce qui a été fait et de ce qui a été convenu. Il sera complété par le dirkaba du président de la République ici présent. Ensuite, nous pourrons prendre vos questions. Nous souhaiterons que vous puissiez être bref et clair pour que nous puissions éclairer la lanterne de tous nos compatriotes après la signature de ces documents. Madame la ministre d'État, vous avez la parole. Merci Patrick pour la parole et bonjour à tout le monde. Effectivement, comme l'a dit le ministre du Média, lors du Conseil des ministres du 18 février, les instructions ont été données par le président de la République pour que je puisse finaliser l'accord qui devrait intervenir entre le groupe Ventura de Dan Gettler et la République démocratique du Congo. En effet, depuis quelques années, le groupe Ventura était propriétaire de blocs de pétrole, de carrés miniers de l'or et du cuivre, mais qui ne pouvaient pas être bénéfiques pour la République étant donné qu'il était sous sanction. Il était important qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on puisse échanger, puisqu'en soi, la République perdait, alors que lui avait un contrat qui ne pouvait pas, des contrats qu'il ne pouvait pas exploiter, et la République, de son côté, ne pouvait pas bénéficier de fruits de ses richesses. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés autour de la table. On a échangé pour voir dans quelle mesure, grâce, comme l'a dit le ministre du Média, grâce aux différents rapports et informations qu'on avait obtenus, il était tout à fait normal qu'on se retrouve autour de la table pour que la République se retrouve. Et c'était un long processus, et surtout qu'il y avait plusieurs contentieux ouverts qui traînaient devant les cours et tribunaux, qui ne permettaient pas à la République d'entrer dans ce droit. C'est ainsi, lors de ce Conseil des ministres, une résolution a été prise pour que nous puissions finaliser les différentes procédures qui ont été enclenchées en son temps contre Dan Gettler ou contre certaines sociétés qui avaient aussi des litiges avec le groupe Ventura. Je crois que c'est l'essentiel que je peux donner comme motivation jusque-là. Voilà, Madame la ministre d'État, merci beaucoup. Nous pourrons revenir pour l'une ou l'autre question. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du président de la République, vous êtes ici en votre qualité de vice-président de la commission qui a donc commencé le pourparler qui ont été sanctionnés par la ministre de la Justice. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui, en liminaire, quel a été l'esprit durant ces discussions et qu'est-ce que la République recouvre aujourd'hui pour permettre à la population, à travers les médias, de comprendre les dividendes que le pays tire de la conclusion de cet accord? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est de saluer les efforts des ONG, et notamment de la presse, vous l'avez rappelé, pour son travail d'investigation qui a permis justement à épingler les contrats déséquilibrés qui existaient entre les sociétés du groupe Ventura, détenues par M. Gettler, et la République démocratique du Congo, ainsi que les sanctions américaines qui ont pesé lourd dans la balance pour nous permettre de négocier de manière tout à fait sereine. Mais je voudrais justement ajouter que malgré ces investigations, malgré ces dénonciations, malgré les sanctions, la République démocratique du Congo
propriétaire des actifs qui ont souvent été objet de litige n'a jamais pu se retrouver ou bien recouvrer la propriété de ses biens au grand désarroi de sa population. Donc il fallait donc avoir une autre stratégie. La stratégie était simple. Nous étions guidés par la vision du président de la République de se réapproprier nos richesses. C'était ça l'objectif principal. Ceux qui restaient, on va dire, dans l'escarcelle du groupe Gertler, Monsieur le ministre l'a rappelé, ce sont les deux blocs pétroliers du lac Albert, bloc 1 et 2, la mine d'or qui est juste à côté de celle de Kibali, Mokoubé-Verendi, et le gisement de fer de Banalia. Ce sont les actifs qu'on appelle Iron Mountain, ainsi que Sanzeta. Au moment où nous étions en train de négocier, ces accords, ces actifs miniers et pétroliers étaient évalués à 2 milliards de dollars, un peu plus. Donc, la stratégie pour la RDC était simple. Personne ne pouvait les exploiter, surtout pas M. Gertler. Nous non plus en tant que RDC, puisque nous étions en litige prolongé. Donc, il fallait trouver un accord à l'amiable sur l'ensemble du dispositif. Il y avait aussi autre chose. Il y avait un conflit qui nous a opposés à M. Gertler qui concernait les royalties. Mais nous sommes partis du postulat que ces royalties ont été, même si, encore une fois, c'était déséquilibré, mais ces royalties ont été obtenues par le groupe Gertler à la faveur d'un contrat en bonne et due forme. D'ailleurs, je vous rappelle que la société, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette mouche avec moi, la société Ventura s'est plainte contre le groupe Glencore qui devait lui payer des garanties, les royalties, et qui ne le faisait pas parce que, sous prétexte que M. Gertler était sous sanction. Eh bien, en brandissant le contrat de ce royalties, Dan Gertler a gagné son procès. La seule chose qui lui a été demandée, c'est de ne pas toucher ces royalties en dollars, puisque ces sanctions étaient des sanctions américaines. Donc les royalties étaient effectivement perçues, mais dans une autre monnaie. Donc il fallait faire la mise en balance entre vouloir récupérer à tout prix ces royalties. Donc moi, avec les amis de la commission, on a fait un calcul financier. Ces royalties provenaient d'un prêt que le groupe Fleurette, à l'époque, si j'ai bonne mémoire, a accordé à la GECAMIN. Et ce prêt était garanti par les fameuses royalties dont tout le monde connaît l'historique. Mais GECAMIN a utilisé cet argent en investissant dans une usine qui s'appelle Desiwa. Cette usine vaut aujourd'hui plusieurs milliards de dollars au profit de la GECAMIN. Tout ce que nous, on a su épingler, c'est le trop perçu dans les royalties de KCC, parce qu'au moment où ces royalties ont été mises en garantie, les termes du contrat entre Glencore et la GECAMIN omettaient certains droits de la GECAMIN. Et ces droits étaient postérieurs au contrat de garantie. Mais vous connaissez, nous sommes en droit anglais, quand vous faites un contrat, tout ce qui vient après entre dans le contrat. Mais nous avons négocié durement pour que ce que Glencore nous devait, dans ce qui était postérieur au contrat, que la société Ventura nous le restitue. Et c'est un montant évalué à 249 millions d'euros que la société nous doit
aujourd'hui et maintenant, alors que les royalties par définition vont être touchées sur une durée, et ce montant, si on le calcule sur la même durée par des formules simples de capitalisation financière, c'est-à-dire que si on plaçait le montant que nous allons percevoir aujourd'hui auprès d'une banque au taux qui est communément accepté pour faire des investissements en RDC, c'est-à-dire Libor plus 6%, le montant que la RDC récupère à terme, c'est en réalité 687 millions d'euros. Je veux m'arrêter là pour ne pas en dire plus et je suis prêt pour les questions. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à votre disposition pour apporter des éléments d'éclairage. Israël Moutala. S'il vous plaît, soyez bref, comme ça on gère les temps d'antenne. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Ma question s'adresse au Dirkaba du président de la République. C'est par rapport aux actifs miniers. Vous les avez cédés, Gettler les a cédés, contre quoi en échange, contre quoi en retour? Sur la liste des actifs, par exemple, si je prends la mine d'or, il s'agit de la mine d'or de Moku Beverendi. Je crois que Gettler avait 60%, l'État congolais avait 40% dans l'actionnariat. Est-ce que Gettler a cédé les 60% à la totalité ou pas? Et sur la question notamment de... Il avait aussi une mine de manganèse, je ne la vois pas répertoriée sur les actifs récupérés notamment. Enfin, est-ce que les États-Unis ont cautionné cet accord? Et est-ce que cet accord, vous allez le mettre à la disposition de la presse dans son intégralité pour que nous puissions l'étudier? Merci. Monsieur le directeur de cabinet, je pourrais faire un petit complément sur la question par rapport aux États-Unis. Ok. Je vais commencer par la mine de manganèse. La mine de manganèse n'est plus une propriété du groupe Gettler. Malheureusement, il y a une transaction qui a été faite. Vous parlez de Metalcol. Non, non. La mine il y a une transaction qui a été faite avec ERG. Hein, donc la mine ne lui appartient plus. Donc on a vraiment répertorié tous les actifs. Et comme vous avez dit, nous récupérons tout. Quand vous dites les 60%, c'est que l'État congolais redevient propriétaire à 100% des mines d'or de Moku Beverendi. Maintenant, vous allez me poser la question, contre quoi? Je voudrais vous dire contre rien. Mais ce ne serait pas la vérité. La vérité est celle-ci, c'est que pour détenir un actif et pouvoir le valoriser, on fait des investissements qui sont des coûts, qui sont classiques. On est d'accord, vous et moi, que l'achat de ces actifs, Dan Gettler les a eus à une somme modique. Ce n'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui nous a importé, c'était la valorisation de ces actifs. Et donc le groupe Ventora détenait par devers elle les études qui permettaient de valoriser. On aurait pu dire, on ne vous paye rien, on ne vous paye pas les coûts d'investissement, nous aurions reçu ces actifs sans avoir les études qui permettaient de les valoriser. Vous comprendrez qu'on aurait pu pêcher par le passé, où on a pu brader facilement nos actifs miniers et nos actifs pétroliers parce qu'on n'en connaissait pas la valeur. Pour nous, ces études avaient une réelle valeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre rapidement. Et donc, on a accepté de rembourser les coûts d'investissement sans intérêt. Et je vais vous donner un exemple. Au moment où nous étions en train de négocier, les blocs 1 et 2, la valeur était de 1 milliard de dollars. Si on avait dit, par exemple, qu'on ne vous paye rien, on ne vous rembourse pas, et je veux expliquer les modalités de remboursement, l'argent ne sortira pas du trésor, on ne vous rembourse pas vos coûts d'investissement, et que nous récupérons la mine, les blocs pétroliers, et que nous les vendions tout de suite, sans avoir les études, et que quelqu'un vient nous proposer 1 milliard, nous serions contents de pouvoir finalement empocher le milliard, ne rien donner à Dan Gettler et venir nous vanter devant la presse.
Mais grâce aux études, figurez-vous que la même mine, aujourd'hui, revient à pas moins entre 1,5 milliard et 1,8 milliard. Ça veut dire que même si nous payons 200 millions à Den Gertler, ce que nous gagnons en tant que République et pour la population congolaise, ça sera la véritable valeur de la mine, moins le coût d'investissement de M. Gertler. Il sera supérieur au milliard qui était estimé au moment même des discussions. Donc c'était important pour nous de récupérer, en plus des actifs, ces études qui, comme vous le savez, coûtent une certaine somme pour pouvoir être complètement réalisées et être certifiées. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et pour les Américains, ma réponse, elle est simple. Soit on est un pays souverain, soit on ne l'est pas. Évidemment, nous avons un partenariat privilégié avec les États-Unis. Mais quand on va négocier, on ne négocie pas pour les intérêts des Américains. On négocie d'abord pour les intérêts du peuple congolais, du gouvernement congolais, de nos propres intérêts. Et je veux même aller plus loin. Vous savez, il y a eu quelques années avant un règlement sur un fonds américain qui a investi de manière frauduleuse et en usant de la corruption dans plusieurs pays africains. Ça s'appelle OXIF. Y compris en RDC. Et dont l'un des protagonistes était toujours M. Dan Gertler. Il y a eu un accord à l'amiable fait aux États-Unis sur nos actifs entre le gouvernement américain et le fonds américain. Et le fonds américain a payé une amende. Et, en fait, 2 amendes. Donc, il y a une amende de 200 millions pour qu'on mette fin aux poursuites judiciaires et une amende d'environ 213 millions de dollars pour que, comme justement, véritable sanction, véritable amende pour les faits qui lui étaient reprochés. Est-ce que le gouvernement américain a daigné nous reverser même $1? Non. Je ne reproche rien aux États-Unis. Je vous ai dit d'entrée de jeu que c'est grâce à leurs sanctions notamment que nous sommes arrivés à négocier en position de force. Ce que nous allons faire maintenant que nous avons trouvé un accord que nous considérons comme étant avantageux pour notre population, nous allons aller expliquer aux Américains et leur présenter le contenu complet de l'accord, puisque nous n'avons rien à cacher, et ce sont nos partenaires privilégiés. Donc nous allons leur présenter l'accord et leur montrer le bien fondé de la résolution de cet accord à notre niveau, pour qu'on ait une explication d'État à État. Voilà, je crois que pour l'essentiel, M. Israël, vous permettrez qu'on prenne une prochaine question. Il n'a pas répondu à la dernière question sur la disponibilité de cet accord avant d'aller aux États-Unis. Est-ce que vous allez le mettre à disposition du peuple congolais? Je veux vous répondre sur le sujet. C'est même l'objet de cet exercice parce que nous avons fait le choix de la transparence. Et donc, je suis sûr qu'il évoquait la justice américaine. L'accord qui a été fait comprend de clauses de confidentialité pour lesquelles les 2 parties sont astreintes. Mais l'esprit global, c'est la transparence. Et donc, aujourd'hui, nous faisons cet exercice de communication, y compris pour aller en profondeur. Et vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Les États-Unis, si justement ils avaient pris ces sanctions, c'est parce qu'il y avait des activités qui n'étaient pas normales. Et le DIRCABA du président de la République l'a expliqué. Et c'est des traditions aux États-Unis que lorsque vous avez un procès qui engage de gros intérêts, on vous paye une amende et vous trouvez un règlement. Et pour ce qui concerne le cas des sociétés appartenant à M. Gertler, il faut d'abord regarder l'esprit dans lequel cet homme d'affaires évolue depuis 4 ans. Je crois que les sanctions et l'image que les Congolais ont de tout ce qui a été fait comme affaire ici n'est pas bonne. Je pense qu'il n'y a pas de coût à rétablir une image. Et donc, c'est un accord qui a été conclu de bonne foi, qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo de recouvrer des actifs. C'est que peut-être qu'il n'a pas été dit ici, c'est que par exemple, pour les blocs pétroliers, nous avons déjà des entreprises qui sont intéressées. Peut-être que si, dans les prochains jours, les choses se passent bien, nous aurons encaissé le $1,5 milliard qui a été dit tout à l'heure. Et donc, comme nous sommes dans une démarche que nous voulons transparente de bout en bout, avec nos partenaires américains, les moments venus, en utilisant les canaux habituels, il y aura une discussion
ministère des Finances ou à travers les affaires étrangères, pour dire, voilà, écoutez, le cas pour lequel M. Gertler a été sanctionné, il s'est fait principalement en République démocratique du Congo. Nous, on a trouvé notre accord. Il y a une question sous-jacente pour dire, est-ce que nous allons payer? C'est que le DIRCABA a essayé d'expliquer tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a des études de faisabilité qui ont été faites. On trouvera des modalités qui se feront de toute évidence. Dans le cas de notre partenariat avec le gouvernement américain, on ne fera pas des transactions financières si les sanctions ne sont pas levées. Et donc, nous sommes dans un processus qui a commencé. Le processus va continuer. Et dans le moment venu par rapport à l'avancement du processus, on pourra mettre le contrat à votre disposition parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées avant que cela ne soit rendu public. Prochaine question, Élisée Odia. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que la question pourrait être répondue soit par Madame la Ministre de la Justice ou par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Aujourd'hui, avec la récupération de ces actifs qui appartenaient jadis à Dan Gertler, pouvons-nous dire qu'actuellement Dan Gertler ne détient plus rien ici en République démocratique du Congo? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce qu'il est désormais personne non grata ou il peut également réinvestir dans le domaine minier ou pétrolier ici au pays? La ministre de la Justice va y répondre, mais je crois qu'il y a, pour réinvestir, il y a des conditions. Il y a des conditions, il est sous sanction. Je crois qu'il faut arriver à lever d'abord cette barrière, mais que par la suite, il faudra répondre aux conditions requises et fixées par les lois congolaises pour que cela s'efface. Et le principe ici, Madame Élisée Odia, il n'y aura plus des sous-évaluations de nos mines. Et si les choses doivent être faites, les choses doivent être faites dans la transparence, sous le soleil, pour que le Congolais soit au courant. Madame la ministre d'État. Effectivement, actuellement, avec l'accord que nous avons établi avec Dan Gertler, il n'a plus ni actif en RDC pétrolier et minier. Et que nous attendons, si il n'a plus de sanctions, c'est tout à fait normal. S'il tient à revenir en RDC, comme l'a dit le ministre du Média, il va respecter la loi. Mais actuellement, tout ce qu'on a eu à lister comme actifs miniers et pétroliers en RDC, il n'en a plus, suite à cet accord. Voilà. Je peux juste compléter rapidement, très rapidement en disant qu'effectivement, en termes d'actifs, parce qu'on doit être précis, il n'a plus rien, mais il a une présence passive au travers des royalties. Il faut être complet. Donc, il détient un droit financier sur des royalties que Glencore ou Metalcoal vont le payer dans le futur. Et je voudrais encore une fois expliquer, revenir sur cet accord. C'était un accord à l'amiable. Et je veux vous dire, je crois que Madame la ministre s'est exprimée à ce sujet au sortir de la cérémonie de signature. Si j'ai bonne souvenance, à part la période de la conférence nationale souveraine où le docteur Tshisekedi, d'heureuse mémoire, est devenu Premier ministre et qui a demandé qu'on rende les biens de l'État, même nous-mêmes en tant que Congolais, qui avons spolié le bien de la République, je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de cas où les gens ont rendu leurs biens à la République. Donc, dans cet accord à l'amiable, on considère aussi que M. Gertler, une personnalité sulfureuse, a quand même plié et a rendu à la République ses biens. Et qu'à partir de ce moment-là, nous, en tant que République, représentés par notre ministre d'État, garde des Sceaux, nous n'avons plus rien contre lui. Donc, s'il remplit les conditions, il est le bienvenu, République démocratique du Congo. Voilà, Madame Rachel Kitita, et puis ce sera Pichu Mulumba et Paul Matendo. Allez-y, Madame Rachel, nous courons derrière le temps.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la question, pour la parole plutôt. Alors, ça dépendra, sinon, Madame la ministre ou Monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, j'aimerais quand même que vous puissiez répondre à une question sur la personne de l'homme d'affaires Dan Gettler. Quel homme d'affaires était-il pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il constituait vraiment un blocage pour le développement de ce pays? Puisque, entendre ce que vous dites, j'aimerais que vous puissiez vous-même répondre à la question, qu'est-ce qu'il représentait exactement pour la RDC? Est-ce que vous considérez qu'il a fait amende honorable? Madame Rachel, je crois que vous connaissez bien M. Gettler et il n'appartient pas pour nous de commencer à revenir ou à parler de lui. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de vous dire que par rapport à ces actifs qu'il détenait en République démocratique du Congo, nous avons trouvé un accord qui nous a permis de les récupérer. Et aujourd'hui, nous nous affairons par devoir de transparence de vous expliquer les processus. La prochaine étape pour nous, c'est de regarder, parce qu'il y a des modalités qui sont prévues dans le cadre de l'accord, qui nous permettront de mettre en valeur et de revendre les actifs que nous avons acquis pour gagner davantage. Et donc, nous ne voulons pas personnaliser ou singulariser les débats autour de sa personne. Ici, pour nous, le plus important, c'est que la République démocratique du Congo a récupéré ce qui lui est dû. Et à travers cette récupération, nous allons attirer d'autres investissements pour nous permettre d'investir dans le social. De toute évidence, l'accord a été conclu, le Dirkaba l'a dit ici, de bonne foi. On peut considérer que c'est le cas. Voilà. Madame, c'est quand même le... Je vois que vous continuez à froncer vos sourcils, donc vous n'êtes pas suffisamment satisfaite de la réponse. Je crois que M. Dan Gettler, comme vous le savez tous, a été l'un des architectes d'un système de prédation dans ce pays. Nous le savons tous. Il était à la base d'un modèle où les actifs de notre République étaient achetés à très bas prix par des intermédiaires dont lui-même et étaient revendus au plus fort au niveau des marchés financiers. Mais c'est justement ce que le président Félix Tshisekedi, excusez-moi le lapsus révélateur, parce que nous sommes dans la continuité, a voulu mettre fin. C'est de dire, maintenant c'est fini, on sait ce que vous avez fait, maintenant nous entrons dans une nouvelle ère, mais il ne ferme la porte justement à personne, en disant, voilà, si vous acceptez que vous avez fauté dans le passé, et que vous acceptez que vous allez restituer les biens et faire revenir la République dans ses droits, nous sommes d'accord de pouvoir travailler ensemble. C'est ça même le bien fondé de l'action du président de la République. Voilà, Pichou Moulumba. Merci, Excellence, pour la parole. Je m'adresse au directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, vice-président de la Commission. Depuis toujours, Dan Gettler a été présenté comme un proche du président Joseph Kabila, qui lui aurait facilité les bradages, dit-on, dans les industries extractives congolaises. Vous avez d'ailleurs dit qu'il était un des architectes des prédations. Aujourd'hui, qui vient de signer un accord à l'amiable, comme vous le dites, sous l'œil du président Tshisekedi, qu'est-ce qui rassure que tout s'est passé dans la plus grande transparence possible? Vous me posez la question, mais je crois que par le passé, vous n'aurez jamais eu cet exercice par rapport à un protocole d'accord qui a été conclu. Et vous savez très bien qu'on a loué le rôle de la presse d'investigation, et vous avez bien entendu ce que le ministre des médias et de la communication a dit, c'est qu'il y aura un temps, puisque comme tout accord de cette nature, tant que nous sommes dans un processus, il est frappé par certaines clauses de confidentialité. Mais vous savez, rien ne se cache dans ce type d'accord. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, il vous sera révélé. Mais soyez-en sûrs, la République est... Non, je vous dis la vérité. Il y a une clause de confidentialité, il faut le respecter.
Non, il faut le respecter. Ce que je donne un exemple, ça peut être, peut être 3 mois. Vous pouvez répondre à... Ça peut être 3 mois. À la question. Une clause de confidentialité est une clause de confidentialité. Nous devons le respecter. Mais soyez-en sûrs, quand vous serez en possession de cet accord, vous n'aurez pas à rougir d'être congolais, monsieur. Merci. Prochaine question, ce sera à Paul Matendo et puis Innocent. Et puis je vais arriver aux 2 dernières de ce côté-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai entendu quelque chose et son contraire ici tout à l'heure. Je m'adresse au Dirkaba. J'ai entendu dire qu'il a... Dan Gettler... J'ai entendu dire que Dan Gettler avait signé ses accords en bonne et due forme. Et puis après, il est dans le système de déprédation. Du coup, je ne comprends rien. Mais ce que je voulais tout simplement savoir, aujourd'hui que vous venez de signer cet accord, qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont cédé les blocs pétroliers et les carrés miniers à Dan Gettler? Parce que la société civile qui suit ce dossier, notamment le Congo n'est pas à vendre, dit qu'il dénonce le manque de transparence dans cet accord. Et il dénonce également la corruption autour de ces accords de Dan Gettler. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont cédé les blocs pétroliers et les carrés miniers à Dan Gettler? Avant que la collègue de la justice ne réponde, il faut que cela soit bien clair et que cela soit bien compris. Chacun est dans son rôle. La société civile est dans son rôle. Vous êtes dans les vôtres. Nous, gouvernement, nous sommes dans les nôtres. De toute évidence, tout ce que nous faisons, le peuple, nous devons y répondre. Nous sommes venus ici dans un exercice inédit parce que le directeur de cabinet ECOFIN du président de la République est astreint au devoir de réserve. Mais nous l'avons pris parce que justement, nous avons besoin que les choses soient transparentes. Alors nous ne serons pas dictés par ceux qui verront du noir parfois même quand c'est blanc. Nous sommes guidés, et ici que ça doit être bien clair, dans le recouvrement des intérêts de la République. Il y a des procédures qui étaient déjà engagées en arbitrage. Je ne suis pas spécialiste, peut-être que la ministre de la Justice le dira. Vous ne savez pas combien de temps cela aurait pris. Et donc ici, nous considérons que nous avons une personne de bonne foi qui est venue discuter avec nous dans la bonne foi. Et tout ce qui a été fait, nous vous avons dit que l'accord revêt un caractère confidentiel par rapport à certaines choses qui doivent être faites. Vous avez parlé tout à l'heure du gouvernement américain. On ne va pas, par exemple, balancer un accord que nous n'avons pas encore partagé avec un gouvernement américain qui nous a aidés dans le recouvrement des actifs qui sont les nôtres à travers sa politique des sanctions. Et donc, il faut que les gens prennent leur mal en patience et il faut que les gens nous fassent confiance. Parce que de toute évidence, c'est historique, comme l'a rappelé le Dirkaba du président de la République tout à l'heure, que nous puissions recouvrer des intérêts qu'on l'aurait cru perdus. Madame la ministre? Oui, je peux ajouter une chose. Depuis l'année passée, septembre de l'année passée, on était avec le groupe Dan Gettler devant l'arbitrage de Paris. Et c'était pour les blocs Albertine 1 et 2, puisqu'il prétendait ici en RDC, où il avait introduit sa requête, qu'il y avait un cas de force majeure. Mais la République n'a pas trouvé cet argument correct du fait qu'il avait les 2 blocs qu'il n'a jamais exploités. C'est ainsi que la RDC était partie au niveau de l'arbitrage de Paris pour que Dan Gettler, avec son groupe, puisse payer à la RDC qui a manqué d'avoir le bénéfice sur ses richesses pendant autant d'années. C'est suite à cette procédure que le groupe Dan Gettler était obligé de demander si on pouvait trouver une solution à l'amiable. Et au niveau de l'arbitrage de Paris, il y avait déjà des arbitres et on voyait pour ce qui est des blocs, on envisageait à payer à la RDC entre 600 millions et 1 milliard pour les préjudices subis. Et qu'aujourd'hui,
à travers le pays. Il y avait plusieurs contentieux avec certains d'autres miniers où il était impliqué. Et si on doit se retrouver autour de la table, effectivement, la procédure d'arbitrage peut prendre autant d'années. Mais n'oubliez pas que quand vous prenez des arbitres internationaux, c'est aussi, vous les payez sur base de ce que vous gagnez. Et qu'en allant, en continuant les procédures, la RDC allait perdre plusieurs millions. Qu'est-ce qui est bon? De se retrouver autour de la table, de trouver une solution à l'amiable pour que la RDC gagne, c'est vrai. La RDC va payer le cabinet qui avait commencé la procédure, mais ce n'est pas autant quand ça prend une année, 2 ans ou 3 ans. Ce sont des millions au niveau de l'arbitrage international. Je crois que l'accord va aider la RDC à recouvrer plus de l'argent que d'aller devant les cours et tribunaux. Un petit commentaire, M. Dirkaba. Moi, je trouve que c'est de bonne guerre. Les ONG ont toujours un esprit revanchard. Hein. Vous voulez toujours que vous vous présentez en grand justicier. Mais ce que je disais depuis longtemps, c'est que depuis que les ONG parlent ou exigent, à juste titre d'ailleurs, je ne suis pas en train de m'opposer par rapport au constat. Le constat est le même. Et je crois que nous le partageons. Mais c'est dans la manière de faire. Je crois que ce compromis règle quelque chose au bénéfice de la population congolaise. Plus qu'une quelconque autre bataille judiciaire dont on ne connaît pas l'issue. Et je veux même compléter, Madame la Ministre, citez-moi un seul procès en arbitrage qui a été en faveur de la RDC. Un seul. Vous dites? Voilà. On va prendre la... Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que vous êtes dans votre rôle, continuez à nous alerter, mais enfin, vous avez parlé même de corruption qui a entaché ces négociations. La presse est là, vous êtes même là, et vous avez... le Congo n'est pas à vendre, bien que c'est marqué Congo, mais vous avez des puissants supporters qui peuvent vous aider à faire des investigations. Continuez et trouvez, et mettez ça sur la place publique. Parce que ce n'est pas bon quand des gens se dévouent pour la République et rapportent des choses pour la République, qu'ils soient accusés comme ça de manière gratuite. Je ne suis pas du genre à vous intenter un procès, mais ce que je dis, c'est que par moment, vous, ONG, puisque vous n'êtes pas financé par le Congo ni par les Congolais, pensez à chaque fois que quand il y a quelque chose qui arrive dans l'intérêt de votre pays, d'avoir une certaine mesure. C'est par là que je voulais... Très bien. On va prendre... Paul, s'il vous plaît, on va prendre les 3 dernières questions. Innocent Olenga, Clément Mwamba, Edmond Izuba et Tchèque Boukassa pour terminer. Une question, s'il vous plaît, comme ça. Justement, une question. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais rebondir sur la préoccupation de Pichu Moulumba et évidemment de Paul Matendo. Pichu Moulumba a parlé de la transparence autour des négociations. Et je voudrais poser la question à M. le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État. Est-il vrai que les estimations du gouvernement sont parties de 7 milliards et que dans les négociations, vous êtes arrivé à 2 milliards? Parce que les ONG estiment que les 2 milliards, c'est peu. Il y a sous-évaluation. Et combien chaque panéliste a touché comme per diem ou prime? Parce qu'on vous accuse, lorsqu'on parle de la corruption, on vous accuse que le montant a été rabattu de 7 milliards à 2 milliards parce qu'il y avait une cagnotte de 1 milliard de dollars que vous êtes partagé. Non, mais voilà au moins une question intéressante. Elle est intéressante et pertinente. On vous a cité les actifs. On vous a dit que nous allons les récupérer. On vous a dit qu'à côté de ces actifs,
il y avait des études certifiées, donc qui permettent d'en évaluer le juste prix, la valeur réelle. Mais alors, pourquoi vous demandez l'accord? Demandez les actifs et les études. Ça, on va vous les livrer. Et comme ça, vous allez réellement voir, est-ce que nous étions à 7 milliards? Est-ce que ce que les gens qui sont allés négocier disent que c'est un peu plus de 2 milliards? Je vous ai dit que malheureusement pour les Ukrainiens, heureusement pour nous, avec la crise, le cours du pétrole augmente. On est à plus de $100. Donc, le baril, donc la valorisation risque de monter. Vous aurez de manière totalement transparente accès à la valeur des chiffres et vous pourrez savoir. Maintenant, 1 milliard pour quelqu'un qui est sanctionné, ça se verrait quand même. Et c'est ce que je disais tantôt. Vous êtes dans votre rôle, mais parfois il faut être sérieux. Parfois il faut être sérieux. Nous sommes allés avec, d'abord, vous voyez la méthodologie. Il y a une commission qui a été instituée. Il y a eu un ordre de mission payé par la République. Et il y a eu des négociations qui vous ont été rapportées, dont les conclusions vous ont été rapportées. Nous vous disons ce que nous avons fait et vous êtes dans la spéculation. À un moment donné, il faut être sérieux. On va prendre la prochaine question. Je préfère que tous les trois viennent, comme ça on les prend une et on va enchaîner. Mais pour un petit commentaire, je crois que les actifs sont connus, les données sont publiques. Oui. Il existe Litier. Je crois qu'il serait bien qu'on essaye d'aller à Litier, de vérifier que vaut les 2 blocs du Graben-Albertine et tout ce qui a été cité, listé. Comme ça, ça vous permettrait d'avoir des éléments précis et éviter de tomber dans les pièges de la spéculation. Si nous venons faire cet exercice, c'est justement parce que nous sommes dans la transparence. Je ne cesse de le dire ici, le Congo est en train de changer. Quand il change, quand l'arbre pousse, on n'entend pas le bruit. Comment vous pouvez même imaginer que les directeurs du cabinet du président de la République, la ministre d'État, ministre de la Justice, s'asseyent avec un homme d'affaires, je ne voudrais pas utiliser des qualificatifs, et prennent de son argent? C'est à la limite insultant pour le travail que nous voulons faire dignement pour la République démocratique du Congo. Oui, on va enchaîner les 3 dernières questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ici au Congo, nous avons des Dan Gettler à la peau noire. C'est-à-dire, dans les accusations, plusieurs d'ailleurs, internationales comme nationales, on n'a pas seulement accusé Dan Gettler. Il y a des Congolais qui sont aussi à plus d'une fois cités. Qu'attendez-vous? Dites les noms, comme ça on les précise. Il y a un pire, Joseph Kabila. On a parlé de ses proches aussi. Est-ce que vous attendez un élan patriotique pour négocier, comme vous avez dit, en position de force ou de faiblesse? Je ne sais pas. Merci. Tchèque Boukassa. Oui, permettez-moi, Excellence, d'aborder un autre sujet d'actualité. Des compatriotes qui nous suivent en direct m'ont envoyé une question pour savoir, en rapport avec la guerre en Ukraine, quel est le sort de nos compatriotes se trouvant sur le sol ukrainien? Et aussi pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le vote de la RDC en faveur de la fin de la guerre hier au niveau des Nations Unies? Merci beaucoup. Cette question. Clément, pour terminer. Ok, moi, j'ai juste besoin d'une précision. Est-ce que cet accord nous permet également de récupérer les royalties des projets Mutanda Mining et Metalcock, parce que souvent on fait allusion à KCC. Est-ce que les 2 autres royalties sont également concernées dans cet accord signé à l'amiable? Merci. Voilà, Madame la ministre de la Justice, peut-être à la question d'Edmond Izouba. Ensuite, ce sera le directeur de cabinet. Je crois par rapport aux royalties, le DIRCABA a eu à s'étaler là-dessus, puisqu'il y a KCC qui devrait en principe payer, qui a gelé ses royalties à cause des sanctions de Dan Gettler par les gouvernements américains. Et qu'il a aussi dit que quand les sanctions seront levées, c'est que doit réellement
Glencore et les autres compagnies, on va voir dans quelle mesure, s'il est lavé, pour qu'on lui donne ça. Ça, c'est tout à fait normal, c'est dans ses droits. Mais par rapport à la question de savoir si... pour Dan Gettler à la peau noire. Nous, ce qui nous a intéressés d'abord, c'est de récupérer nos actifs. C'est ce qui est important pour nous. S'il y a le problème congolais ici, on va les régler entre nous plus tard. Qu'on récupère d'abord nos actifs pour qu'on puisse les vendre et cela va profiter à la République démocratique du Congo. Et si vous connaissez, on a parlé des ONG, des personnes qui sont impliquées, c'est tout à fait normal. Porter plainte devant la justice. C'est notre droit en tant que citoyen congolais. Il faut le faire. Au lieu d'attendre un point de presse pour en parler, vous avez tous les droits et la Constitution vous reconnaît ça. Merci. Monsieur le directeur de cabinet adjoint. Oui. Sur la question des royalties, je crois que j'ai déjà répondu en disant que les royalties, ces droits sur les royalties... Peut-être qu'il faut définir les royalties pour ceux qui nous suivent pour comprendre c'est quoi une... Bon, les royalties, c'est ce qu'on appelle ici des redevances. C'est-à-dire que vous exploitez une activité, une mine, ou bien même un port qui appartient à un tiers, vous l'exploitez dans le cadre d'une concession, et sur base du chiffre d'affaires que vous réalisez, vous payez une redevance qui se chiffre en pourcent sur l'activité que vous réalisez. Et donc, M. Gettler détient le droit sur ces royalties-là sur base d'un contrat. Et ce contrat-là, personne ne peut l'attaquer. Vous comprenez? Ce que nous, on a forcé la négociation sur une partie des droits qu'il a touchés indûment. Même si le contrat lui donnait ce droit-là, parce que cette reconnaissance de redevance supplémentaire que Glencore devait payer, KCC devait payer à Gécamine, est survenue après le contrat que lui avait avec Gécamine, mais nous avons quand même forcé la récupération de cette somme, et je vous ai expliqué que cette somme, aujourd'hui, si on la place sur les marchés financiers avec un taux d'intérêt correspondant, c'est pour les générations après des mines, et nous pourrons faire un levier. Maintenant, il y avait une autre question qui était liée le président de la République a son plus grand objectif, c'est l'état de droit. Et si vous avez, c'est comme la personne qui disait, ceux qui étaient impliqués dans la vente de ces blocs, mais dénoncez-les auprès de la justice. Maintenant, je vais dire autre chose, c'est que tout est une question de temps. En réalité, dans ce monde, je ne veux pas vous reparler des ecclésiastes, mais il y a un temps pour tout. Voilà, on va terminer. Je voudrais simplement, sur cette question de Edouard Izouba, rappeler 2-3 choses. Nous en avions parlé en Conseil de ministres. Vous avez suivi que le président de la République avait instruit la ministre de Mines à récupérer tous les carrés miniers qui ont été pris et qui n'ont pas encore été exploités. Vous avez vu aussi qu'on a reparlé du contrat chinois, des conditions dans lesquelles un certain nombre de choses ont été faites. Nous sommes dans un processus qui vise non pas des individus, mais un processus qui vise à recouvrer tous les intérêts de la République parce que le peuple nous attend pour des écoles, pour des routes, pour répondre à ses besoins prioritaires. Je vais terminer rapidement en répondant à la question de Tchèque Boukassa ici, parce que nous suivons de très près la situation qui se passe en Ukraine, et de ces points de vue, je dois dire que nous nous inscrivons comme gouvernement, parce que vous avez posé la question pourquoi on a voté la résolution, nous nous inscrivons dans la droite ligne
de la déclaration conjointe du président en exercice de l'Union africaine et celui de la Commission africaine qui a rappelé les principes des Nations Unies, notamment l'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté des pays, parce que vous savez que nous, République démocratique du Congo, on a déjà connu une agression et nous savons ce que cela veut dire. Et donc, la position de la République démocratique du Congo a été exprimée par des votes. Ça vaut mieux que des paroles dites de cette façon. Ensuite, nous sommes préoccupés par la situation du peuple ukrainien de manière générale, parce que lorsque la guerre s'est faite, il y a toujours des victimes collatérales. Et parmi ces victimes, nous avons nos compatriotes qui sont partis étudier là-bas. Et c'est une situation qui est suivie de très près. Vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères a échangé avec le point focal des étudiants congolais qui sont là-bas. Il a invité l'ambassadeur de Pologne ici pour voir qu'est-ce que nous pouvons prendre comme mesure pour ceux qui ont réussi à quitter l'Ukraine. Nous espérons que tous ceux qui sont là-bas ont quitté l'Ukraine pour qu'ils soient en mesure d'être ramenés au pays ou pour qu'ils soient en mesure d'être réorientés et éviter le feu de la guerre. Voilà ce que je pouvais dire. Je crois qu'on va terminer aussi sur cette note, cet exercice. Nous vous remercions une fois de plus pour avoir accepté de venir participer à cet exercice de transparence et de redevabilité. Je ne voudrais pas rappeler la phrase culte, vous ne pouvez pas nous reprocher de manquer des volontés de retrouver les actifs de l'État. Et je crois que cet exemple de ce qui a été fait est un exemple historique et nous sommes disposés à continuer les discussions et à fournir plus d'éléments pour être sûrs que le peuple comprenne. De toute évidence, ceux qui ont dit à Innocent Lenga que ça vaut 7 milliards, tant mieux, parce que nous les ferons payer au trésor public. Et les jours où les 7 milliards seront payés, tout le monde verra que 7 milliards ont été payés et ça va profiter aux Congolais. Et donc, comptez sur notre transparence. Merci beaucoup.